Voilà donc le deuxième numéro que le dessous des cartes consacre à questionner la notion d'Occident. Dans un premier temps, je vous ai parlé de l'histoire, des valeurs fondatrices, des conquêtes jusqu'à 39-45, au moment où l'Europe, qui est le cœur historique de l'Occident, s'autodétruit. Eh bien aujourd'hui, je vais poursuivre cette interrogation en abordant les dimensions économiques et militaires de l'Occident. Voilà donc où nous en sommes en 1945, au terme de cette Deuxième Guerre mondiale, initiée par l'Allemagne nazie contre le reste de l'Europe et gagnée par l'effort de guerre américain et britannique. Vous voyez sur cette carte les vainqueurs et leurs empires coloniaux, et les vaincus qui ont perdu leurs aires d'influence. On constate que parmi les pays vainqueurs, tous ne sont pas des Occidentaux, puisque Russie et Chine ne font pas partie de l'Occident. Ce camp des vainqueurs fonde alors un nouvel ordre mondial, les Nations Unies, et ce nouvel ordre, avec ses 49 pays fondateurs, n'est pas totalement lui-même occidental. Et cette évolution post-45 s'accentue avec le processus de décolonisation qui s'engage, comme nourri par le discrédit qui pèse sur cette Europe de l'après-guerre. Et pourtant, au même moment, la notion d'Occident va se trouver comme renforcée en tant qu'ensemble géopolitique, du fait même de l'arrivée d'un nouvel adversaire, l'URSS. Car, à peine le nazisme vaincu, l'URSS cesse d'être un allié pour devenir un rival géopolitique. 4 ans après la fin de la guerre, donc, une nouvelle division géopolitique s'inscrit dans le sol de l'Europe. Moscou soutient la formation d'un deuxième État allemand, la RDA, assure la protection des gouvernements communistes d'Europe de l'Est, et un mur se dresse désormais entre deux systèmes économiques et institutionnels, et c'est un mur qui prend une dimension bien concrète à Berlin. Cette opposition prend la forme d'alliances militaires clairement définies, avec le pacte de Varsovie d'un côté, qui regroupe l'URSS et ses alliés, de l'autre, l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, avec les États-Unis et leurs alliés. Et le monde libre, comme on le nomme alors, est bien cet Occident aux contours mobiles qui se reforme face ou grâce à la menace que constitue l'Union soviétique derrière le rideau de fer. Une menace de type militaire, mais également en termes de valeurs, celles liées à la démocratie, à l'économie de marché et à la liberté de culte. 3 pratiques que l'Union soviétique a interdites dans sa propre construction étatique et dans sa sphère d'influence européenne. Mais si en 1949, Occident et OTAN semblent se recouper, aujourd'hui, une telle perspective ne fonctionne plus. La Turquie est dans l'OTAN, sans être puissance occidentale, et d'ailleurs ce cas de la Turquie est emblématique quand on songe aux crispations qui entourent aujourd'hui sa demande d'adhésion à l'Union européenne. Ensuite, plusieurs États, et européens et démocratiques, comme la Suisse, l'Autriche, l'Irlande, sont neutres et ne veulent pas rejoindre l'Alliance Atlantique et son bras armé, l'OTAN. Et pourtant, ces États sont des démocraties et partagent les mêmes valeurs éthiques et économiques que leurs voisins. Donc, OTAN et Occident ne se recoupent pas et on ne peut pas véritablement parler d'unité stratégique de l'Occident. Alors, est-ce qu'il faut aller chercher du côté de l'économie pour trouver une unité occidentale ? Eh bien, regardons une carte des pays de l'OCDE. Établie en 1960, l'OCDE, c'est-à-dire l'Organisation pour la coopération et le développement économique, est une institution à la fois de recherche et de conseil. Elle est consultative, elle n'est pas décisionnaire, et elle regroupait alors 20 États qui avaient au moins 2 points communs, la démocratie et l'économie de marché. Mais ce credo de l'OCDE, qui allie pratique démocratique et économie de libre-échange, qui semble caractériser l'Occident donc, s'est appliqué peu à peu au Japon, puis à la Corée du Sud, qui cesse d'être une dictature en 1986, puis encore à de nouveaux entrants que vous voyez là sur la carte. Ensuite, certains pays que l'on va qualifier ensuite d'émergents, tels que l'Indonésie, le Brésil, Singapour, se tournent vers l'économie de marché sans pour autant entrer dans le CDE. Donc si on considère l'Occident comme l'ensemble des pays démocratiques à économie de marché, on constate qu'il n'est plus américano-européen, mais qu'il est comme décentré. Il y aurait comme un processus d'occidentalisation du monde par l'économie. Ce processus d'occidentalisation est encore plus net si l'on s'intéresse au G7. Le G7 est une instance décisionnaire, élitiste, fondée en 1976,
qui permet le regroupement informel d'États riches, démocratiques, dont les chefs d'État se retrouvent une fois par an pour parler des affaires politiques et économiques du monde. On voit qu'il reprend à nouveau les contours d'un certain Occident. En 1998, le G7 devient le G8, car la Russie, qui succède désormais à l'URSS, demande à être associée aux échanges et aux décisions. Mais parallèlement à ce G8, un autre groupe se constitue en 1999, baptisé le G20, dont les chefs d'État et de gouvernement ne se réuniront finalement qu'en 2008. Et la carte montre bien que les nouveaux venus dans ce club reflètent l'évolution économique de cette dernière décennie. L'Inde, le Brésil, la Chine bien entendu, mais aussi l'Indonésie, le Mexique ou l'Afrique du Sud. Alors, est-ce qu'on assiste à une nouvelle extension des pratiques et des représentations de l'Occident en matière économique? En tout cas, l'économie de marché, occidentale, britannique, libérale à l'origine, est désormais le seul modèle économique opérationnel, et ce sur l'ensemble de la planète, à l'exception de la Corée du Nord et encore de Cuba. En somme, l'Occident, grâce au succès de son modèle économique et démocratique, s'est justement mondialisé. Il ne serait plus ni une alliance stratégique, ni un club de pays riches, puisque les autres l'ont rejoint, diluant au passage ses valeurs premières, voire son identité. Au fond, tout le monde, ou presque, serait désormais occidental, ce qui rendrait les contours de l'Occident encore plus flous. Eh bien non, car le 11 septembre 2001 va par sa brutalité redéfinir les choix et les alliances. Avec les attentats sur la côte est américaine, puis les autres attentats revendiqués par les groupuscules islamistes, dont vous voyez les principaux sur cette carte, l'Occident va comme se reformer. Frappés pour la première fois de leur histoire sur leur propre sol, les Américains vont lancer une croisade antiterroriste contre les pays qualifiés d'États voyous ou encore axes du mal, et une croisade qui reconstitue de fait un nouveau bloc occidental. L'intervention militaire qui prend effet en novembre 2001 en Afghanistan à la poursuite de Al-Qaïda et qui se poursuit encore 10 ans après est symptomatique. Car si on repère sur la carte les principaux pays dont les troupes sont présentes en Afghanistan, dont les effectifs à la fin de l'année 2010 apparaissent maintenant, on voit que se dessine un ensemble qui rappelle l'OTAN de 1949. L'amalgame entre islamistes et islam qui se développe dans les années 2000 débouche sur une opposition entre islam et Occident. Et si le clivage peut être militairement justifié, il se révèle politiquement absurde. D'ailleurs, l'Arabie saoudite, qui est le saint des saints de l'islam, est l'allié des États-Unis, et le Pakistan, qui a favorisé l'émergence d'Al-Qaïda également. On a donc le sentiment qu'un certain Occident réapparaît dans les années 2000, une sorte d'aristocratie du monde, qui s'oppose à un ensemble de pays et d'expériences politiques qu'elle juge hiérarchiquement inférieures ou inachevées dans leur processus de développement. C'est un clivage qui est théorisé par le concept de choc des civilisations du sociologue américain Samuel Huntington, dont vous voyez la représentation du monde sur la carte. Civilisation occidentale, civilisation islamique, civilisation chinoise, civilisation orthodoxe, latino-américaine, civilisation africaine, civilisation hindoue, civilisation bouddhiste, civilisation japonaise. Cette carte est très simpliste, car pour ne s'en tenir qu'aux critères religieux, si on affiche les zones où les musulmans sont majoritaires, on constate qu'Huntington ne tient pas compte de la répartition effective des musulmans dans le monde. Par exemple, le Kazakhstan, pays à majorité musulmane, est inclus dans la civilisation orthodoxe, ce qui est absurde. Si l'on affiche maintenant les catholiques et les protestants, on voit que leur distribution inclut l'Occident d'Huntington, mais aussi le continent sud-américain et une partie de l'Afrique. Sans parler de ces raccourcis comme l'idée d'un islamo-confucianisme totalement improbable lorsque l'on connaît un tant soit peu la civilisation chinoise. Et ce qui ressort de la carte d'Huntington, c'est que l'identité et les valeurs à partir desquelles il campe la civilisation occidentale sont celles d'un vieux fond raciste qui tente de séparer les Blancs et les autres. Eh bien, cette tendance à la réappropriation de l'Occident n'est pas très étonnante dans un contexte de crise, alors que les pays qui historiquement forment justement cet Occident sont en perte de vitesse économique et même politique face aux nouvelles puissances qui ont bel et bien émergé, comme naturellement la Chine.
On peut d'ailleurs se demander comment les Chinois se représentent leur propre Occident, car l'Inde n'est-elle pas leur premier Occident? Et le Japon, lui, ne se considère-t-il pas comme l'Occident des Amériques? Eh bien, plus que des réalités géographiques, ces lignes mobiles sont des frontières mentales, basées sur des oppositions de valeurs, elles aussi fluctuantes. Finalement, nous devrions peut-être penser que nous sommes toujours à l'Occident d'un autre pays, ou encore à l'Occident de quelqu'un d'autre. En tout cas, que l'on tente de comprendre cette idée d'Occident, ou que l'on cherche à déconstruire dans la mesure où c'est peut-être un mythe, à chaque fois, on débouche sur des interrogations et des contradictions. Plus on délimite l'idée de l'Occident, plus elle apparaît à la fois comme permanente, critiquable et volatile. Car au fond, un Occident pour vaincre quoi? Pour se battre contre qui? Et pour faire quoi? De la victoire. Sur cette question, je vous conseille de lire le livre de Serge Mikhaïlov, Notre maison brûle au sud, aux éditions Fayard, et puis Les Cahiers du Quai d'Orsay, la revue Monde, qui consacre tout un numéro au nouveau rapport de force, nouvel équilibre, et c'est édité chez Grasset.